Nicholas Whitmore se tenait calmement derrière son père dans la file de caisse du Henderson's Market, une modeste épicerie de quartier que son père tenait à visiter chaque fois qu'il passait dans cette partie de la ville. Harrison Whitmore appelait ses sorties des « retours à la réalité », des rappels de la manière dont vivaient la plupart des gens avant de rentrer dans leur propriété située dans les collines. À 12 ans, Nicholas avait appris à ne pas se plaindre. Il se tenait droit à côté du chariot, son uniforme d'école privée impeccable et parfaitement repassé, les mains jointes, comme on le lui avait appris. Harrison Whitmore, même dans une épicerie, avait l'allure d'un homme dirigeant une réunion de conseil d'administration. Grand, posé, vêtu d'un costume noir et d'une cravate, il examinait le ticket de caisse avec la même intensité que celle qu'il réservait au contrat de plusieurs millions de dollars. Whitmore Industries dominait les marchés mondiaux. Le pouvoir suivait son père partout, même entre les rayons de soupe en conserve et de boîtes de céréales. Puis, Nicholas la remarqua. Elle se tenait à la caisse devant eux, une jeune femme d'à peine 25 ans, tenant un bébé sur sa hanche. Ses cheveux blonds étaient attachés à la va-vite, des mèches s'échappant autour d'un visage marqué par l'épuisement. La veste en jean qu'elle portait était effilochée aux épaules, amincie par des années d'usage. Le bébé, peut-être 8 mois, avait de grands yeux bleus et des cheveux blonds clairs, observant le monde avec une curiosité tranquille. Nicholas vit les mains de la femme trembler tandis qu'elle comptait des pièces et des billets froissés sur le comptoir. La caissière, une femme fatiguée au regard bienveillant, attendait patiemment. « Je suis désolée, murmura la jeune mère. Je pensais que j'avais assez. Pouvez-vous enlever le lait en poudre ?» Le regard de Nicholas se posa sur les articles posés sur le comptoir, une boîte de lait pour bébé, un pain, du beurre de cacahuète, des bananes et un petit paquet de couches. Un à un, la caissière retira des articles. Le total baissa. Toujours pas assez. « Pouvez-vous enlever les couches aussi ?» demanda la femme, la voix à peine stable. « Ma chérie, le bébé a besoin de couches » dit doucement la caissière. « Je sais » répondit la femme en avalant difficilement sa salive. « Juste, donnez-moi le pain et les bananes. » À ce moment-là, le bébé leva la main et toucha la joue de sa mère, laissant échapper un petit gazouillis. La femme embrassa la tête de son enfant, tandis qu'une larme glissait le long de sa joue. Quelque chose changea en Nicholas. Il avait déjà vu la pauvreté, de loin, sous les lustres des galas de charité. Mais là, c'était différent. Cela se passait juste devant lui, réel, immédiat, inévitable. Avant même d'avoir le temps de se raisonner, Nicholas fit un pas en avant. « Excusez-moi, » dit-il. La femme et son père se tournèrent vers lui. « Je voudrais payer ses courses, » déclara Nicholas, la voix ferme malgré les battements affolés de son cœur. La file d'attente devint soudain très silencieuse. Le trajet du retour se déroula dans un silence pensif que Nicholas n'avait jamais connu auparavant. Les lumières de la ville défilaient en flou derrière les vitres, mais son esprit restait fixé sur les mains tremblantes de la jeune femme, sur la façon dont elle avait tenté de se faire toute petite dans la file de caisse. Lorsqu'ils franchirent les grilles de la propriété, Harrison parla enfin. « Ce que tu as fait aujourd'hui était un choix important, » dit-il, les yeux toujours rivés sur la route. Nicholas avala sa salive. « Tu es en colère ?» Harrison secoua lentement la tête. « Non, je suis impressionné. » Il jeta un coup d'œil à son fils. « Tu n'as pas hésité. Tu as renoncé à quelque chose que tu désirais pour aider quelqu'un qui en avait plus besoin. Ce n'est pas quelque chose que je peux t'enseigner dans une salle de classe. » Nicholas hésita, puis dit ce qui lui trottait dans la tête depuis un moment. « Je pensais à ce que tu dis toujours, que le privilège implique une responsabilité. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'aider, ce n'était pas une question de fondation ou de discours. C'était simplement être là quand quelqu'un en avait besoin. » Harrison ne répondit pas tout de suite. Cela seul indiqua à Nicholas que quelque chose d'important était en train de se passer. Ce soir-là, à la maison, pendant le dîner, son père fit quelque chose de rare. Il raconta l'histoire. Pas pour se vanter, pas pour donner une leçon, mais pour partager. Nicholas vit les yeux de sa mère se remplir de larmes, l'expression de sa sœur s'adoucir en respect. Pour la première fois, l'instant lui parut plus grand que la simple scène de l'épicerie. Le lendemain matin, Harrison appela Nicholas dans son bureau. Cette pièce annonçait d'ordinaire des remontrances sur les notes ou la discipline. Et Nicholas s'assit raide, incertain de ce qu'il avait fait cette fois. « J'ai beaucoup réfléchi à hier,
commença Harrison, debout près de la fenêtre qui donnait sur des hectares de terrain parfaitement entretenus, à ce que tu as fait et aux raisons pour lesquelles tu l'as fait. Il se tourna vers lui, la voix plus grave. Cela m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Il parle alors de sa propre enfance, d'une mère comptant des pièces, du spectacle des articles reposés sur les étagères, des promesses qu'il s'était faites à lui-même. L'argent ne lui ferait jamais oublier ce que cela faisait. Quelque part en chemin, admit Harrison, j'ai oublié. Nicolas écoutait, stupéfait. Il n'avait jamais entendu son père parler ainsi. Je veux faire quelque chose de différent, dit finalement Harrison. Quelque chose d'immédiat, de concret, de réel, et je veux que tu m'aides à le concevoir. Le cœur de Nicolas s'emballa. Tu veux dire, vraiment aider les gens? Harrison hocha la tête. Comme tu l'as fait, quand cela comptait. À cet instant, Nicolas comprit quelque chose de profond. Son choix n'avait pas seulement changé la journée d'une inconnue, il avait rouvert une porte que son père n'avait même pas réalisé être fermée. Et ce qui se trouvait de l'autre côté ne faisait que commencer. Ce qui avait commencé comme une idée dans le bureau de Harrison Whitmore devint rapidement quelque chose de concret. En quelques semaines, le fonds d'aide directe Whitmore prit forme. Non pas comme une fondation lointaine aux démarches complexes, mais comme un système conçu pour l'urgence. Des travailleurs sociaux furent engagés afin d'identifier les familles en situation de crise immédiate. Des partenariats furent noués avec des épiceries et des pharmacies permettant de fournir sur le champ nourriture, lait infantile et couches. Une ligne téléphonique fut mise en place pour ceux qui n'avaient pas le luxe d'attendre des mois une approbation pendant que les factures s'accumulaient et que les placards restaient vides. Nicolas fut impliqué à chaque étape. Après l'école, il assistait à des réunions qu'il comprenait à peine au début, écoutant plus qu'il ne parlait. Il posait des questions que les adultes passaient souvent sous silence. À quelle vitesse l'aide pouvait-elle réellement parvenir à quelqu'un? Que se passait-il lorsque la fierté empêchait les gens d'appeler? De quoi les familles avaient-elles le plus besoin durant les 72 premières heures d'une crise? Son regard, imparfait mais sincère, maintenait le programme ancré dans la réalité. Mais le changement le plus significatif se produisit loin des salles de conférence. Une fois par mois, Harrison et Nicolas retournaient à Henderson's Market, vêtus de vêtements ordinaires. Aucun personnel. Aucune annonce. Ils observaient en silence. Lorsqu'une personne restait figée à la caisse, comptant des pièces d'une main tremblante, ils s'avançaient, sans explication, et réglaient l'addition. Aucun formulaire, aucune leçon, juste de l'aide. Pour Harrison, ces visites étaient à la fois déstabilisantes et profondément ancrantes. Chaque passage effaçait un peu plus les années de distance construites par la richesse et la routine. Il se rappelait pourquoi il avait travaillé si dur au départ, non pas pour accumuler davantage, mais pour ne plus jamais ressentir cette impuissance, et en aidant les autres à retrouver ne serait-ce qu'un mince sentiment de sécurité, quelque chose en lui commença à guérir. Les répercussions surprirent tout le monde. Les amis de Nicolas, à l'école, entendirent l'histoire et commencèrent à faire du bénévolat. Sa sœur Caroline changea de spécialité, inspirée par la détermination silencieuse de son frère. Le fonds grandit, non seulement en taille, mais aussi en raison d'être. Puis, 6 mois après ce premier jour à l'épicerie, Nicolas aperçut un visage familier dans le rayon des fruits et légumes. La jeune mère se tenait plus droite désormais. Sa veste était propre, son regard plus lumineux. Le bébé, toujours aux yeux bleus, toujours curieux, était confortablement blotti contre sa poitrine. Elle le reconnut instantanément. « C'est toi », dit-elle en souriant à travers ses larmes. « J'espérais te revoir un jour. » À cet instant, Nicolas comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'aider quelqu'un à survivre à une mauvaise journée. Il s'agissait de l'aider à croire que demain pouvait être différent. Elle s'appelait Sarah et le bébé s'appelait Tommy. Elle raconta leur histoire par fragments au début, avec prudence et hésitation, comme si parler trop longuement risquait d'annuler les progrès qu'elle avait accomplis. Après ce jour à l'épicerie, expliqua-t-elle, elle était rentrée chez elle et avait pleuré. Non pas de honte, mais de soulagement. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un l'avait aidée sans jugement, sans paperasse, sans la faire se sentir insignifiante. Ce seul moment de bonté lui avait donné le courage de demander de l'aide de la bonne manière.
Elle avait appelé un refuge pour femmes. Il l'avait mise en relation avec des ressources. En quelques semaines, elle avait trouvé un emploi. En quelques mois, un petit appartement à elle. Ce n'était pas seulement l'argent, dit Sarah doucement. C'était le fait d'être vue. Harrison écoutait, l'expression indéchiffrable, tandis que Nicholas se tenait à ses côtés, prenant pleinement conscience du poids de ce que son choix avait mis en mouvement. Harrison s'avança alors, se présenta et demanda à Sarah si elle accepterait de partager son histoire avec le fonds qu'ils avaient créé, non pas comme un symbole, mais comme une voix. Sarah accepta. Avec le temps, elle devint une porte-parole, contribuant à réduire la stigmatisation liée à la demande d'aide et montrant aux autres qu'avoir besoin de soutien ne signifiait pas l'échec. Les années passèrent. Nicholas grandit, non pas en s'éloignant de cet instant, mais en s'y enracinant davantage. Lors de la remise des diplômes, il se tint devant des camarades qui avaient grandi avec des avantages similaires aux siens et leur parla d'une épicerie, d'une mère comptant des pièces et d'un choix qui avait changé sa vie. Il parla du privilège non comme d'une culpabilité, mais comme d'une responsabilité, de l'attention comme une forme d'action. Du fait d'avancer lorsque les autres reculent, il poursuivit des études en économie et en travail social, choisissant la voie longue plutôt que celle qu'on attendait de lui. Il travailla dans des refuges, écouta plus qu'il ne parla et apprit comment les systèmes pouvaient soit élever les gens, soit les écraser silencieusement. Harrison observa avec fierté, humble devant la manière dont son fils l'avait ramené à quelque chose d'essentiel. Des années plus tard, Nicholas amènerait ses propres enfants à Henderson's Market. Il se tiendrait avec eux dans la file d'attente et leur raconterait une histoire, non pas d'argent ou de réussite, mais d'attention, du choix de la bonté lorsqu'elle est inconfortable, de la façon dont un petit geste peut se propager, touchant des vies que l'on ne verra jamais pleinement. Et c'est ainsi que se forgea l'héritage des Whitmore. Non pas des bâtiments ou des distinctions, mais une pratique transmise, un choix à la fois, voir les gens avec clarté et répondre avec compassion lorsque cela comptait le plus. Si ces histoires résonnent en vous, abonnez-vous à Life's Message New. Ici, chaque vidéo porte un message qui vous est destiné.